Donc je me présente, Patrick Choplin, donc je travaille à l'INRAP, l'Institut national de recherche en archéologie préventive, dont le siège régional est tout près d'ici. Et donc je vais vous présenter ce que l'archéologie peut apporter un petit peu aux problématiques de l'alimentation, d'après les fouilles qu'on a faites sur l'ancien hôpital général de Dijon, qui est l'actuelle cité de la gastronomie. Donc je pense que même si vous n'êtes pas Dijonnais, vous connaissez tous l'endroit, au moins les cinémas, à cet endroit-là. Voilà. Donc avant ces établissements modernes, donc il y avait une vie antérieure, donc on a en partie retrouvé. Donc je vais aborder 4 problématiques différentes qui abordent l'alimentation. D'une part, les problèmes de production et commercialisation à travers le poisson, les problématiques de consommation à travers la fouille d'une auberge de l'époque alsacienne, la problématique également des soins et puis des contrastes sociaux à l'intérieur d'un hôpital. Et puis pour finir, donc, les problèmes de mondialisation alimentaire avec les produits, donc on a retrouvé soit par des restes osseux, soit par des types de vaisselle particulières qui attestent donc à partir du XVIe siècle de la mise en connexion du monde, notamment avec la découverte du monde amérindien. Voilà. Avant d'entrer en matière, donc je vais vous faire une petite mise en contexte. Le site en l'occurrence est à cet emplacement-là, vous voyez, la flèche est bien. Hein. Donc, sous la cité de la gastronomie, en fait, il y avait un bras de louche. Hein, donc, l'ancien hôpital général CHU est installé sur une île qui était comblée donc vers 1960 et qui correspondait, avant l'installation de la cité gastronomie, au parking du personnel de l'hôpital général. Je ne sais pas si il y a beaucoup de Dijonnais, donc vous savez un petit peu l'histoire avant la cité de la gastronomie de l'hôpital. Donc voilà, le contexte ville avec une rivière. Et puis également donc une possibilité à cause des nouveaux travaux, de faire une série de fouilles, donc très variées, aussi bien sur des activités industrielles, comme ici une faïencerie de la fin du XVIIIe siècle, ici la fouille d'un cimetière d'hôpital, où on a fouillé 775 sépultures, et puis ici donc la partie qui nous intéresse, tout un système de quais, et l'ancien faubourg qui était rasé dans les années 1970. Ici, vous voyez l'hôpital, le CHU, avec les grands bâtiments de la période classique qui sont encore conservés. Et donc ici, la partie qui est recouverte actuellement par la cité de la gastronomie. Donc nous, on travaille on travaille en milieu urbain et sur un ancien cours d'eau, on travaille vraiment sur du sériel et sur du matériel en très grande quantité. Donc on a ramassé des milliers et des milliers d'objets, allant en gros du XIe siècle aux années 1960. Hein, le dernier élément datant, c'est une voiture en plastique, et ça commence avec des monnaies du XIe siècle. Donc ici, j'ai mis à titre de comparaison le mur d'objets d'un site à peu près identique fouillé à Amsterdam, où on a également vidé entièrement un canal. Et donc on trouve une série phénoménale d'objets qui permettent donc de mettre un nom un petit peu à toutes les activités qui sont déroulées en ce lieu. Vous voyez que c'est très varié, on a aussi bien des cartes téléphoniques, hein, donc on ne fait pas les choses à moitié, on va vraiment jusqu'aux périodes les plus récentes, et pour Amsterdam, ça commence à l'âge du bronze, vous voyez. On aimerait bien faire une chose pareille avec les objets et le potentiel archéologique trouvé à Dijon, mais bon, la ville de Dijon n'a pas l'air très allante, donc pour l'instant c'est un petit peu dans les caisses, quoi. C'est dommage qu'il y ait un potentiel vraiment très intéressant. Voilà donc pour en gros la mise en contexte du problème. Donc, alors le poisson, donc vous connaissez tous l'importance du poisson dans la société médiévale et moderne. Hein, c'est vraiment un aliment essentiel, d'une part pour des raisons religieuses, carême, le jour saint, etc. Et d'autre part, c'est une source de protéines qui est vraiment excellente et qui permet de nourrir des gens de façon relativement facile. Donc d'une part, on a de l'importation de harengs ou de poissons venant de la mer du Nord, donc qui sont salés, des harengs sorts, et qui viennent parfois de très très loin. Donc on a notamment l'exemple par les archives d'un convoi de harengs parti de Anvers et qui est bloqué donc sur la route de Genève, au col de Jougne, hein, près de Pontarlier, parce qu'il avait dévié la route et essayé de passer par une route sans péage. Voilà. Donc on a toute une preuve justement de ce convoi quand même qui fait un trajet gigantesque pour acheminer du poisson jusqu'à Genève. Donc on a le cas effectivement à Dijon où les gens mangent énormément de poissons salés venant de la mer du Nord, mais également, on l'a un petit peu oublié, la Bourgogne était une région importante de production donc piscicole, puisque la plupart des institutions ou religieuses ou seigneuriales féodales avaient des viviers. Ici vous avez l'exemple du parc du château de Gilles et Citeaux, près de Dijon, où vous avez 2 grands bassins rectangulaires qui sont en fait des viviers. Donc, toutes les abbayes quasiment avaient des viviers à disposition pour conserver le poisson et s'en nourrir donc si besoin.
et également les ducs de Bourgogne. Il y avait toute une série d'étangs donc, autour de Dijon qui servaient à nourrir la cour. À tel point d'ailleurs que la Bourgogne était même exportatrice de poissons, puisqu'on a la trace de bateaux viviers qui descendaient jusqu'à Avignon donc pour alimenter la cour du pape d'Avignon. Vous voyez, donc c'est une importance quand même très importante. Voilà, donc ici vous avez la photo aérienne des fouilles que l'on a faites. On est à peu près en placement des cinémas pour localiser le cinéma actuel. Donc dessous, entre-temps, il y a eu une partie du personnel de l'hôpital. Et dessous, donc, on a trouvé les anciens quais du quartier du Faubourg Rennes, les quais en pierre du XVIIe. En arrière, les berges médiévales. Et sur le côté, sur la partie gauche, enfin, droite pour vous avez toute une série de casiers en fait, qui correspondent à un ensemble assez considérable, un complexe de viviers. Voilà ici une vue prise donc, qui montre un de ces ensembles. Donc on a une douzaine donc, de cases qui sont faites d'ailleurs de manière très technique et avec du matériel vraiment de très bonne qualité, alors que les maisons du faubourg sont faites de moellons assez irréguliers, de basse qualité. Ici on a de la belle pierre taillée et on a des grandes grilles à fond donc, qui peuvent être très lourds et qui sont faites dans des fonderies. Donc c'est un ensemble qui date de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe. Donc ce quartier était le quartier des poissonniers, c'est comme dans l'archive, depuis le Moyen-Âge, les poissonniers sont installés ici. Donc ce vivier est directement en contact de louche, l'eau pénètre par les grilles et pénètre dans toutes les cases, permettant d'avoir en permanence le poisson donc, qui est conservé dans le contact de louche. Voilà une autre vue, vous voyez, c'est un ensemble considérable, donc ça suppose un investissement également considérable au niveau du coût. D'ailleurs, je vous parlais des moellons. Regardez en arrière, vous avez des murs ici, vous voyez. Ça, c'est les murs de fondation du faubourg. Donc, c'est vraiment du moellon de basse qualité. Et vous voyez la qualité des pierres, donc des pierres taillées du vivier. La corporation, d'ailleurs, des poissonniers est une corporation très riche et très puissante, donc qui peut se permettre d'avoir des coûts importants. Voici l'intérieur d'un de ces casiers. Alors, les gens, quand on fouillait, pensaient que c'était des cachots, donc les gens qui dans l'eau comme ça. Bon, c'est un peu des cachots pour poissons, mais bon, voilà. Alors, on a fait des prélèvements intérieurs pour savoir déterminer les espèces de poissons conservés. Le problème, c'est qu'on n'a absolument rien trouvé, parce que, en général, bon, les restes de poissons se retrouvent dans des dépotoirs, dans l'activité des cuisines, etc. Et qu'on ne laissait pas, en général, pourrir les poissons dans les viviers, pour des raisons sanitaires évidentes. Alors, en descendant donc dans les niveaux inférieurs, on est arrivé sur une structure en bois conservée, donc on a un milieu anaérobique, donc avec très peu d'oxygène ou sans oxygène, qui permet la conservation des matières organiques comme le bois ou le cuir. Et donc nous sommes tombés sur un ponton vivier en bois, donc, que vous voyez ici. Donc il y a une espèce de plateforme en bois avec des séparations qui formaient des cloisons pour permettre d'avoir justement des compartiments pour les poissons. Cet ensemble était daté par l'androchronologie, donc l'étude des cernes du bois. Vous voyez ici une glissière dans laquelle on peut caler une planche pour fermer la structure. Au début, on pensait à une épave en bois, etc. Une épave de bateau, c'est un peu la même chose, sauf qu'elle est vraiment très plate et visiblement a été fixée au quai. Donc la datation dendrochronologique a donné la date de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Et ici, encore plus ancien, donc, nous avons trouvé une huche à poisson, un coffre à poisson, qui date du XIIIe siècle, la fin du XIIIe. Donc daté également par dendrochronologie, c'est-à-dire les cernes des arbres. Donc c'est un coffre en bois qui fait 1,50 m sur 1 mètre environ. Et vous voyez des trous donc, qui permettent effectivement à l'eau de passer et de garder les poissons en permanence et de prendre la disposition. Quand vous avez besoin de poissons frais, vous prenez ça et vous en remettez. Voilà. Donc on a vraiment toute une histoire stratifiée allant du XIIIe à la fin du XVIIIe et du XIXe qui documente la vie des poissonniers dans ce faubourg. Vous voyez ici un seau de poissons qui vient d'être trouvé d'ailleurs à proximité. Il y a eu des fouilles sur le bassin de la Chartreuse au Chambol, l'actuel centre hospitalier spécialisé. Et on a trouvé un seau également, vous voyez la matrice avec représentant un poisson. Et à gauche, vous avez le seau de la corporation des poissonniers de Bruges. Parallèlement, donc, nous avons trouvé, fouillé,
un hôtel des Bains du Puy, donc qui fonctionne grosso modo à l'époque alsacienne. Vous voyez ici, alors on est à l'époque, une époque particulière, fin 18e siècle, où on voit l'arrivée de bains en bordure de rivière. Donc, les bains et les étuves étaient assez répandus au Moyen-Âge, dans une période moderne qui semble assez sale, entre le 7e et le 18e. Et puis à la fin du 18e, on arrive à une nouvelle période où on a des bains. D'une part, on a des salles de bain aménagées chez les particuliers, et d'autre part, une mode de bains qui sont installés en bordure de rivière. Donc des bains avec des baignoires, ou alors des bains carrément avec des bassins en bois qui sont au contact de la rivière. Et souvent associés à une auberge ou à un restaurant qui permet de s'alimenter et de passer du temps dans ces établissements de bains qui durent dans une période assez courte, puisqu'ensuite on a des bains municipaux donc pour une clientèle plus modeste qui s'installe dans les villes. Alors l'hôtel des bains, donc, il se marque par cet ensemble avec ce beau fronton triangulaire et également par cette galerie là. On peut lire ici l'hôtel des bains du Puy, une galerie en bois qui est assise sur l'eau. Alors l'intérêt de cette galerie, c'est qu'elle s'est effondrée donc, à cet emplacement, et donc toute la vaisselle de l'auberge, datant des années 1820-1830, a été conservée. Un peu comme dans une épave de bateau, comme on est dans un milieu humide et sur de la base, les assiettes ont été amorties et donc pour la plupart conservées. Donc vous voyez ici, on a des milliers de fragments d'assiettes et qui fonctionnent sur une période assez courte, donc qui permet vraiment de bien documenter cet établissement, donc, on va dire gastronomique entre guillemets, qui était au bord de l'Ouche. Avec un vaisselier donc, considérable, notamment toute une masse de poêlons, il y en a plus d'une centaine je crois, donc, qui servaient à cuire la plupart des aliments. Et puis également l'arrivée de plus en plus importante de faïence et de vaisselle plate, d'assiettes qui commencent à se répandre donc, au XVIIIe siècle, qui changent les écuelles qui précédaient, donc avec une sophistication au niveau du vaisselier, avec des formes nouvelles, j'en parlerai plus tard, qui sont adaptées à des nouveaux produits, comme le thé, le café, qui déterminent donc, la forme d'un nouveau vaisselier. Et ici, vous avez carrément donc, des assiettes avec la l'intitulé Hôtel des Bains, donc dédié à l'auberge de notre problème. Voilà, toute une série d'assiettes de place. Ici, à l'écheville, donc ça c'est très répandu des Moyen-Âge en fait, qui sert à récupérer la graisse en fait sous les plats qui rôtissent. Donc fin de période, elle est assemblée et donc était récupérée pour la préparation de nouveaux plats. Et ici une assiette qu'on peut considérer comme assiette de collection, une assiette de la période révolutionnaire, fin 18e, avec la devise Notre union fait notre force. Donc vous supposez qu'il y avait également un vaisselier avec des assiettes un peu particulières de collection. Donc nous avons prélevé une masse importante d'ossements animaux, et donc l'archéologue David Cambou, donc de l'INRA, a fait l'étude justement de ces restes pour déterminer un petit peu les modes alimentaires et les espèces qui étaient consommées. Donc vous voyez les espèces, donc bœuf, porc, caprinet, mouton, chèvre, aquilé, lièvre, lapin, coq, oie, colbert, pigeon, dindon, corneille, noir, oiseau, particulier, batracien, poisson. Voilà. Donc on est sur évidemment une trilogie souvent importante, bœuf, porc, mouton, et puis également la présence donc, de petites nourritures comme le coq, l'oie, et l'arrivée également la présence de dindon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a apparemment la présence d'os de mouton en grande quantité de pieds de mouton, qui laisse penser qu'il y a une spécialité qui était particulière à cet hôtel, qui était, on voit un petit peu les pieds paquets, je ne sais pas si vous connaissez les pieds paquets marseillais, donc une spécialité faite à partir de pieds de mouton, parce qu'on a un nombre assez considérable donc, qui sont conservés à cet endroit. Et puis également, on avait la preuve de la consommation d'œufs, de châtaignes, de noix, de pêche, d'abricots, de raisins, de cerises. On a également trouvé, évidemment, donc on peut confirmer que Dijon est lié à une ville de moutarde, donc la présence des pots de moutarde anciennes. Ici, un pot de moutarde fine de la fin du XVIIIe siècle. Et ici, il y avait un petit appentis qui était en bordure de louche, donc qui a représenté un nombre considérable de pots de moutarde de grès poupon. Vous voyez ici, 51 degrés qui sont assemblés ici.
Donc Grapupon, je crois qu'il y a une marque qui n'existe plus en France, mais qui est encore existante aux États-Unis. Je crois la marque elle existe comme produit. Et il y a aussi la présence d'un mortier. Donc, le mortier, là c'est une période plus ancienne, on est à la fin du Moyen-Âge. Le mortier est un élément essentiel de la cuisine médiévale, dans lequel on broie énormément d'épices, d'ail, d'oignons, etc. Mortier en calcaire, et qu'on trouve quasiment systématiquement dans les sites médiévaux et modernes de la période. Ici, la présence de bière, donc ça se trouve dans le chenal. Donc on a trouvé des quantités énormes de bouteilles. Donc à l'époque, Dijon était une ville de brasserie, comme la plupart des villes françaises. Il y avait beaucoup de brasseries qui étaient autour des centres urbains, qui ont disparu donc à peu près tous dans les années 50, à part quelques grands groupes, avec maintenant un renouveau de la microbrasserie depuis 30 ans qui progresse énormément. Alors là, je ne sais pas dire les marques, mais bon, on a fait l'inventaire de marques de bouteilles, etc. Également, ici, on a un personnage donc, qui est particulier, donc, qui est le marchand de coco. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un marchand de coco? Oui. Non, tout le monde a oublié, alors que c'était un personnage apparemment qui était commun dans toutes les rues des villes françaises. En fait, le coco, c'est une boisson réglissée, une espèce de l'eau épurée, rafraîchissante, désagréable, et qu'on trouve donc, voilà, souvent les vendeurs de coco étaient habillés de façon assez pittoresque, avec une espèce d'énorme samovar sur le dos. Et on a retrouvé ici un gobelet écrasé, donc en métal argenté, avec un décor de maison incisé, donc qui provient d'un de ces marchands de coco. Ils donnaient des gobelets comme ça, vous buviez, et ensuite vous lui rendiez, c'était pas des emballages jetables, vous lui rendiez le gobelet. Donc voilà la destinée de cet hôtel, donc on l'a vu comme on l'a vu tout à l'heure, donc son état vers 1830. Ici, vers la fin du XIXe siècle, peu à peu, les guinguettes, tous les restaurants de bordure de rivière sont chassés par les lavandières. Donc les laveuses de vêtements squattent un petit peu toute la zone et chassent peu à peu les hôtels qui avaient les pieds dans l'eau. Et ici, vous avez l'aspect juste avant la destruction, vous voyez, le quartier qui en voit totalement. Même l'eau disparaît en voie de marée. Et donc, il précède de 10 ans la destruction de ce quartier, de ce faubourg, avant l'annexion par l'hôpital général. Donc l'hôpital en lui-même de Dijon est un hôpital très ancien. Il date de 1204. Et son mythe de fondation est assez intéressant en fait. Vous voyez ici un manuscrit qui est conservé dans les archives de l'hôpital de Dijon, actuellement les archives départementales, qui relate un petit peu les raisons de la fondation de cet hôpital. En fait, l'origine, ce sont des pêcheurs qui sont allés se plaindre au pape qu'ils retrouvaient des enfants morts dans leur filet. Et en fait, ce sont des prostituées qui jetaient leurs enfants dans le Tibre. Donc c'est l'origine de la fondation de l'ordre Saint-Esprit, qui est intitulé de l'hôpital médiéval de Dijon. Et le duc de Bourgogne donc, a fondé un hôpital dédié à cet ordre, donc dédié à l'accueil des enfants abandonnés. Voilà, parce que souvent, on a la notion d'hôpital de soins, mais l'hôpital médiéval est souvent un centre d'accueil. Il y a une parenté étymologique avec hôtel, effectivement, donc d'ailleurs hôtel-dieu, hostel-dieu. Donc l'hôpital médiéval est surtout un lieu d'accueil dans un premier temps. Et donc il était destiné à accueillir et les enfants et les pèlerins. Donc les pèlerins qui viennent de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, donc les parties dont je vous parlerai plus tard donc, correspondent à cet hôpital médiéval. En arrière, vous avez le grand hôpital classique qui existe encore en partie, que vous connaissez, masqué par le stèle de gastronomie. Et devant, donc, cette partie-là a été rasée, et c'est l'hôpital de Saint-Esprit, donc l'hôpital médiéval, avec une partition, d'une part la partie, on va dire, hospitalière, avec la chapelle, la salle des malades, et en arrière, vous avez l'hôtel du commandeur de l'hôpital. Donc en gros, c'est l'équivalent du directeur de l'hôpital, le directeur d'un ARS actuel, qui est en arrière et donc qui est à l'intérieur de l'hôpital. Vous voyez ici des traces de pèlerinage. Je vous ai parlé de pèlerins donc, qui étaient accueillis à l'hôpital de Dijon. Nous avons trouvé un certain nombre d'enseignes d'embouches dans la rivière encore conservées. Donc c'est des petits bijoux, enfin des petits artefacts en étain ou en plomb et qui étaient destinés à être attachés sur les habits des pèlerins. Donc c'est un petit peu des bibelots. Quand le pèlerin est dans un centre de pèlerinage, il achetait ces bibelots et ici il les a perdus ou jetés dans l'ouche. Donc vous avez ici la trace d'un pèlerin qui venait du Mont Saint-Michel, avec un Saint-Michel du XVe siècle. Ici un autre petit personnage.
Et là, un petit hôtel portatif que le pèlerin a emmené avec lui et qu'il a perdu également dans la bouche. Donc on a trouvé comme ça un nombre vraiment très intéressant. Donc ça, c'est la population d'hôtel dans un premier temps. Orphelins, pèlerins. Et dans un deuxième temps, donc, de plus en plus, on va accueillir les gens malades d'épidémie et soigner de plus en plus les populations malades. Ce qui est intéressant donc, à l'intérieur de cet hôpital, c'est qu'on a pu distinguer deux groupes sociaux, uniquement par à la fois la vaisselle, mais également par l'étude des ossements archéologiques. Donc David Cambouze a étudié notamment le premier ensemble qui correspond à des latrines. Des latrines donc, dans le corps de l'hôpital, donc qui correspondent aux déchets qu'ont consommés les patients de cet hôpital. Et on voit donc en fait, on a essentiellement d'après son étude, essentiellement de la nourriture qui est destinée à être bouillie, hein, pour faire des soupes, des choses assez sophistiquées, et avec beaucoup de bacs de réforme, des bœufs de réforme, avec donc de la viande de qualité assez moyenne. Vous voyez, c'est la latrine et la sortie donc, des prélèvements. Et puis vous avez une vaisselle typique donc, du milieu hospitalier avec la formule Dieu sauveur des hommes, etc. Et à 20 mètres donc, de cette latrine, nous avons fouillé une cave qui correspond donc, au logement du commandeur, au directeur de l'hôpital. Et là, donc, les choses sont tellement différentes parce qu'on voit que le spectre alimentaire est beaucoup plus varié et que les espèces sont plus intéressantes. D'une part, on a plus de moutons, on a plus de bêtes jeunes, hein, de meilleure qualité, et apparemment, on a plus de côtes et de morceaux qui sont destinés à être rôtis ou passer à la broche. Donc, moins de viande bouillie, plus de choses qui sont destinées à être rôties. Et puis également, on a un volailler assez varié, avec du coq de l'oie, du coq vert, du pigeon, de la dinde, du paon, donc qui était encore consommé à la période, mais qui était bon, un aliment en voie de disparition, et qui allait être relégué à la partie décorative dans les parcs ensuite. Bon, il y a également des éléments du canard, mais des éléments qui sont des animaux commensaux, hein, par exemple la buse n'était probablement pas consommée, les restes également autres. Alors, ce qui est intéressant ici également, c'est qu'on a la présence de dindes, donc c'est un ensemble du XVIIe siècle. Et la dinde est vraiment un marqueur intéressant qui montre la pénétration des animaux qui viennent d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Vous voyez également la vaisselle différente, avec un motif de tulipe inspiré des motifs turcs, et également des verres à pied, de style vénitien. Vous voyez, donc on a une différence de style, on a un contraste social sur 30 mètres qui est vraiment très marqué. Un robinet de bombes tonneaux. Et puis ici, vous avez deux. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je ne savais pas ce que c'était, je n'avais jamais vu avant. On appelle des nichets. Et donc, c'est des leurres pour que le pondent. Donc, c'était dans le poulailler du gouverneur, apparemment. Donc, c'est deux œufs calcaires, factices, des leurres, pour que les poules pondent. Voilà, je ne savais pas que ça existait, parce que les parents avaient des poules qui pondaient bien, donc voilà. Donc, le dernier point, c'est la mobilisation des échanges alimentaires vus par l'archéologie des archives. Donc, j'ai reproduit une carte tirée du livre de Christian Fatali, donc les échanges colombiens. Donc, on est dans une phase à partir du XVIe siècle d'intenses échanges au niveau alimentaire. D'une part, donc, les Européens vont amener des animaux, une faune qui n'existait pas en Amérique, comme le cheval, le chien, le mouton. Et d'autre part, nous, on va prélever une masse énorme d'aliments qui vont totalement bouleverser les gastronomies. Donc tout l'aspect identitaire de la cuisine française en méridionale est dû à cet apport amérindien. Vous voyez bien que la cuisine basque, sans le piment, sans la tomate, sans le maïs qui sert à nourrir les confits et les chapons, etc., n'existe pas. Donc on a vraiment une création des cuisines dites régionales qui commence à partir du XVIe et XVIIe siècle. Idem pour la cuisine provençale, donc avec l'importance de la tomate, et puis le cassoulet avec les haricots, hein, donc qui viennent également d'Amérique, donc qui pourraient être remplacés par des fèves ou d'autres produits avant. Le piment, le poivron, la courge, enfin, c'est un apport vraiment totalement phénoménal et qui change totalement le spectre alimentaire de l'Europe de l'Ouest. C'est un pomme de terre également qui va sauver des tas de gens du XIXe siècle, de la famille. Et donc j'ai pris comme vecteur, comme guide, le dindon. Ce qui est intéressant, on peut suivre à travers l'iconographie son arrivée et sa généralisation dans le monde européen. Au départ, c'est un animal un petit peu mythique, hein, qu'on voit dans les codex aztèques,
comme animal sacrifié. Également, dans ce codex-là, on voit qu'il fait déjà partie des marchandises qui sont offertes aux Européens, ou prélevées, volées par les Européens. On distingue sur cette image du maïs, vraisemblablement du chocolat, des fèves de chocolat. Et puis vous avez ce petit troupeau de dindons qui attend également donc, de partir sans doute en Europe. Avec également, donc, dans un premier temps, un outil d'étude pour les naturalistes, avec le nom aussi qui va changer, puisque à l'origine on appelle ça la poule d'âne, la côte d'âne, je me souviens, dans Bordeaux-Ducy, on parlait de côte d'âne, de codane encore, donc qui est le véritable nom, le premier nom de la dame. Avec le changement de nom ici en 1676, on a la première fois où le mot dindon apparaît. Ici donc on voit sa diffusion dans les motifs iconographiques aristocratiques, hein. Ici au château de Fontainebleau. Dans la représentation de l'arche notamment, il apparaît également parmi les animaux exotiques. Et de plus en plus, il apparaît dans les cuisines. D'abord dans les cuisines nobles, bourgeoises, et de plus en plus, en fait, il se diffuse. Ici, on le retrouve dans une crèche du XVIIIe siècle, napolitaine. Vous voyez, il s'insère dans le monde ordinaire, en gros, d'une famille méditerranéenne. Donc, c'est un exemple intéressant, justement, du courant, on va dire, descendant. On part vraiment de l'élite, et le produit, l'animal, se répand de plus en plus dans les classes moyennes, plus populaires, puisque la dame, maintenant, est vraiment une des volailles les moins chères et les plus répandues. Avec ici donc une carte de répartition des restes de dames qui ont été trouvés dans les fouilles archéologiques pour les périodes du XVIe et XVIIe siècle. Donc qui montre la pénétration de cet animal nouveau dans la gastronomie française. Il faut souligner également que, d'après David Cambou, les restes des dindons de la dinde trouvés à Dijon sont vraiment très inférieurs aux dindes actuelles, et donc en gros la dinde de Dijon avait la taille d'une grosse poule, d'un chapon, alors qu'évidemment les dindes industrielles actuelles font le double du module de la dinde d'origine qui est encore assez proche de la dinde sauvage. Autre produit donc, le maïs, qui arrive également donc à cette période et qui se répand. Ici vous avez un traité de Parmentier, dans Parmentier déjà l'introducteur de la pomme de terre, et qui a fait également un ouvrage paru à Bordeaux sur les qualités donc, de cette nouvelle plante qui arrive et qui se répand peu à peu. Donc qui prend une importance de plus en plus importante dans cette région, le nord d'Italie, la Bresse, etc. Et il a déjà une série de recettes donc, qui sont déjà répertoriées à l'époque, la chicha, qui est une espèce de bière de maïs, la bière de maïs, la semoule, le maïs en vermicelle, le maïs en musculmaire, la polenta, donc, qui est un aliment très important dans les années du Nord, le mias, qui est une espèce de mouille de maïs du sud-ouest de la France, les gaudes, donc c'est une farine de maïs qu'on trouve dans la Bresse, hein. Et puis les galettes, donc j'ai mis tacos. Tacos, c'est un peu pas le mot, mais ça correspond au tacos actuel. Et le pain de maïs, donc, on trouve également. Vous voyez, cet élément aussi qui va totalement révolutionner l'alimentation en Europe de l'Ouest. On note également l'importation d'eau minérale, donc qui viennent également des fouilles de Bretagne. À gauche, vous avez une bouteille d'eau minérale de Bohême du Nord, et à droite, une bouteille du duché de Nassau, donc qui est en Allemagne, duché éphémère qui n'a pas duré très longtemps. Donc c'est un peu curieux qu'on ait une telle distance en gros d'importation pour ces produits, quand même, qui sont très pondéreux et très lourds, et qui arrivent jusqu'à Dijon, donc à travers toute l'Europe centrale. Ça prouve également que les eaux minérales françaises n'étaient pas encore adaptées à la commercialisation, et donc on prenait de préférence, et je crois que les stations thermales d'Europe du Nord et d'Europe centrale avaient un peu d'avance sur les stations françaises. Ici, donc, je vous ai parlé du changement de forme. L'arrivée de nouveaux produits induit également des nouvelles formes de vaisselle. Même que la raclette, vous voyez, a créé un nouvel instrument pour la gastronomie conviviale. Ici, l'arrivée du café donc, provoque l'arrivée d'une nouvelle forme de vaisselle, donc le pot au café. Nous avons trouvé un exemplaire ici, à Dijon, que j'ai mis ici en comparaison avec un pot tiré d'un tableau de Chardin. Vous voyez la similitude. Donc pareil, fin 18e, seconde moitié 18e, l'arrivée d'une nouvelle forme. Ici, un service à café et à liqueur.
Bon, j'ai ajouté le tabac également, qui n'est pas un produit alimentaire, mais qui est souvent associé justement aux structures de gastronomie et de nourriture dans les auberges. Donc. Et le tabac, donc, qui également apparaît sous la forme de pipe. Ici, on trouve une pipe qui est du milieu du 7e, dont on retrouve un équivalent dans les fouilles du camp de soldats de Louis XIV près de Versailles. Et des pipes ici de la célèbre marque Grandier dans les Ardennes, donc, qui a produit à une échelle industrielle une catégorie de pipes avec des motifs décoratifs très fins, très intéressants, et vraiment un tas d'exemplaires. Donc vous voyez ici tous ces produits qu'on voit, qu'on peut déceler d'après les fouilles, soit en déterminant les os animaux, donc les types d'espèces, également si l'animal est jeune ou vieux, les nouvelles espèces introduites, et puis également à travers la vaisselle qui montre que de nouvelles formes apparaissent, de nouveaux produits apparaissent. Je ne sais pas si j'ai aucune notion du temps. Ça commence à être short. Pardon? Ça commence à être short. J'ai pas compris. Ça commence à être par rapport à... Oui, bah, c'est plutôt bien. Et je tombais par hasard sur un article de l'illustration de 1906 qui montrait donc le menu du banquet qui a clôturé le congrès d'hygiène alimentaire. Et donc ça m'a fait rire parce que je savais quand même, avec à côté les proportions en protéines, etc., qui sont notées par produit. Vous voyez. On avait une approche assez ludique en fait de l'alimentation à l'époque, et même les restrictions étaient assez acceptables dans les congrès. Voilà, donc, grosso modo, donc, un panorama des problématiques qu'on peut trouver donc, et que peut apporter l'archéologie, d'après l'hôpital de Dijon. Merci beaucoup pour cette présentation. Si certains d'entre vous ont des questions, que ce soit dans la salle ou en ligne, je vous en prie. Oui. Vous savez un peu les espèces qui étaient retrouvées, du coup, est-ce que c'est les espèces qu'on a actuellement dans l'Ouche ou c'est d'autres espèces qui étaient élevées dans les bassins ou pas du tout? Pour le poisson? Oui. Bah, le problème, c'est non, on n'a pas trouvé d'espèces, voilà. Donc on a juste des textes, sinon, mais effectivement, on a fait des prélèvements, on a tamisé, mais le problème, c'est que les restes de poissons se trouvent souvent à côté des cuisines, dans les dépotoirs, on les jette à côté. Et en général, les viviers sont purgés, nettoyés régulièrement pour que l'eau soit relativement claire et qu'il n'y ait pas de maladie pour les poissons. Donc malheureusement, on n'a aucune notion. On peut estimer qu'effectivement, chaque casier correspond à une espèce, mais bon, après, on n'a aucune preuve quoi que ce soit. Pardon, justement les poissons, c'était du consommé frais, parce qu'on ne voit pas de notion de saloir ou de fumage. C'est pas un mode de conservation. Oui, conservation fraîche. C'est-à-dire qu'on apportait du poisson sort, donc salé en cac, c'est-à-dire en tonnette, donc de revers, il était salé, fumé, etc. Par contre, le poisson en carpe, tout ça, était frais. Et même on a des textes justement où il y a des contrôles sanitaires qui se faisaient de façon assez régulière, et il y avait des filous donc, qui mettaient ils coloriaient les bajoux des carpes pour les rendre plus fraîches. Donc ils trafiquaient en gros l'aspect des poissons. Vous voyez. Donc, mais le poisson était consommé frais, et puis avec les viviers, l'eau était en permanence, donc il suffisait de prélever à la commande des poissons.